Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous avec la littérature française ou étrangère. Alors je suis ravie de vous retrouver ce soir pour reprendre ensemble la lecture d'une œuvre de la littérature française, car c'est avec Charles Baudelaire que nous allons passer la soirée et avec ses paradis artificiels. Alors j'espère que vous avez eu l'occasion de suivre les émissions précédentes car j'ai commencé la lecture et donc je vous ai introduit à ces paradis artificiels qui est un essai de Charles Baudelaire qui traite du hashish. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revoir les émissions précédentes pour pouvoir suivre le cours de cette même émission. Alors quelques mots rapides sur Charles Baudelaire. Avant de reprendre la lecture, donc Charles Baudelaire, que vous connaissez sûrement, qui est un des poètes français les plus connus, qui est né à Paris en 1821 et qui est mort en 1867. Et il a été notamment connu pour son œuvre, l'œuvre qu'il a façonnée durant toute sa vie, qui s'intitule Les Fleurs du Mal. Et il a, pendant cette œuvre, voulu à chaque fois détacher la poésie de la morale et vraiment destiner la poésie au beau et non à la vérité. Mais ce soir, c'est avec les paradis artificiels que nous allons passer la soirée. Donc les paradis artificiels, c'est un essai qu'il a écrit et qui a été publié en 1860 et qui traite de la relation entre les drogues et la création poétique. Donc Charles Baudelaire va étudier la façon dont les drogues sont prises, comment elles sont, d'où elles viennent et les réactions que ça peut avoir sur l'être humain. Donc, dans une première partie intitulée Le poème du hashish, on va justement analyser ces effets de la drogue. Et Charles Baudelaire va l'analyser sur lui-même et ses amis. Et donc, il va nous raconter certaines anecdotes. Et dans une seconde partie, Charles Baudelaire fait un commentaire du livre Confessions d'un mangeur d'opium, qui a été écrit par Thomas de Quincey en 1821. Et là, ici, Charles Baudelaire nous fait aussi entre des passages traduits, des commentaires littéraires et aussi philosophiques et biographique. Voilà, donc avant de reprendre la lecture et de continuer cette initiation au hashish, je voudrais vous inviter à réagir sur les réseaux sociaux. On le dit à chaque fois, vraiment dans chaque émission, mais n'hésitez pas à utiliser le hashtag VBN pour communiquer avec nous. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je reprends la lecture à la page 141. Vous voilà pour quelques heures encore, incapable de travail, d'action et d'énergie. C'est la punition de la prodigalité impie avec laquelle vous avez dépensé le fluide nerveux. Vous avez disséminé votre personnalité aux quatre vents du ciel et maintenant, quelle peine n'éprouvez-vous pas à la rassembler et à la concentrer. Chapitre 4. L'homme-dieu. Il est temps de laisser de côté toute cette jonglerie et ces grandes marionnettes nées de la fumée des cerveaux enfantins. N'avons-nous pas à parler des choses plus graves, des modifications des sentiments humains, et en un mot, de la morale du hashish. Jusqu'à présent, je n'ai fait qu'une monographie abrégée de l'ivresse. Je me suis bornée à en accentuer les principaux traits, surtout les traits matériels. Mais ce qui est plus important, je crois, pour l'homme spirituel, c'est de connaître l'action du poison sur la partie spirituelle de l'homme, c'est-à-dire le grossissement, la déformation et l'exagération de ses sentiments habituels et de ses perceptions morales qui présentent alors, dans une atmosphère exceptionnelle, un véritable phénomène de réfraction. L'homme qui s'étant livré longtemps à l'opium ou au hashish a pu trouver, affaibli comme il l'était par l'habitude de son servage, l'énergie nécessaire pour se délivrer, m'apparaît comme un prisonnier évadé. Il m'inspire plus d'admiration que l'homme prudent, qui n'a jamais failli, ayant toujours eu soin d'éviter la tentation. Les Anglais se servent fréquemment, à propos des mangeurs d'opium, de termes qui ne peuvent paraître excessifs qu'aux innocents, à qui sont inconnues les horreurs de cette déchéance. Unchained, fettered, enslaved. Chaînes, en effet, auprès desquelles toutes les autres chaînes du devoir, chaînes de l'amour, illégitimes, ne sont que des trames de gaz et des tissus d'araignées. Épouvantable mariage de l'homme avec lui-même.
J'étais devenu un esclave de l'opium, il me tenait dans ses liens, et tous mes travaux et mes plans avaient pris la couleur de mes rêves. Dit l'époux de Ligeia, mais en combien de merveilleux passages Edgar Poe, ce poète incomparable, ce philosophe non réfuté, qu'il faut toujours citer à propos des maladies mystérieuses de l'esprit, ne décrit-il pas les sombres et attachantes splendeurs de l'opium? L'amant de la lumineuse Bérénice, Aegeus, le métaphysicien, parle d'une altération de ses facultés qui le contraint à donner une valeur anormale, monstrueuse, aux phénomènes les plus simples. Réfléchir infatigablement de longues heures, l'attention rivée à quelques citations puériles sur la marge ou dans le texte d'un livre, rester absorbé la plus grande partie d'une journée d'été, dans une ombre bizarrement s'allongeant obliquement sur la tapisserie ou sur le plancher. M'oublier une nuit entière à surveiller la flamme droite d'une lampe ou les braises du foyer. Rêver des jours entiers sur le parfum d'une fleur. Répéter d'une manière monotone quelques mots vulgaires jusqu'à ce que le son, à force d'être répété, cessa de présenter à l'esprit une idée quelconque. Telles étaient quelques-unes des plus communes et des moins pernicieuses aberrations de mes facultés mentales. Aberrations qui, sans doute, ne sont pas absolument sans exemple, mais qui défient certainement toute explication et toute analyse. Et le nerveux Auguste Bèdelot, qui, chaque matin, avant sa promenade, avale sa dose d'opium, nous avoue que le principal bénéfice qu'il tire de cet empoisonnement quotidien est de prendre à toute chose, même à la plus triviale, un intérêt exagéré. Cependant, l'opium avait produit son effet accoutumé, qui est de revêtir tout le monde extérieur d'une intensité d'intérêt. Dans le tremblement d'une feuille, dans la couleur d'un brin d'herbe, dans la forme d'un trèfle, dans le bourdonnement d'une abeille, dans l'éclat d'une goutte de rosée, dans le soupir du vent, dans les vagues des odeurs échappées de la forêt, se produisait tout un monde d'inspiration, une procession magnifique et bigarrée de pensées désordonnées et rhapsodiques. Ainsi s'exprime par la bouche de ces personnages le maître de l'horrible, le prince du mystère. Ces deux caractéristiques de l'opium sont parfaitement applicables au hashish. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'intelligence libre naguère, devient esclave. Mais le mot rhapsodique, qui définit si bien un train de pensée suggéré et commandé par le monde extérieur et le hasard des circonstances, est une vérité plus vraie et plus terrible dans le cas du hashish. Ici, le raisonnement n'est plus qu'une épave à la merci de tous les courants et le train de pensée est infiniment plus accéléré et plus rhapsodique. C'est dire, je crois, d'une manière suffisamment claire, que le hashish est, dans son effet présent, beaucoup plus véhément que l'opium, beaucoup plus ennemi de la vie régulière, en un mot, beaucoup plus troublant. J'ignore si 10 années d'intoxication par le hashish amèneront des désastres égaux à ceux causés par 10 années de régime d'opium. Je dis que pour l'heure présente et pour le lendemain, le hashish a des résultats plus funestes. L'un est un séducteur paisible, l'autre un démon désordonné. Je veux dans cette dernière partie définir et analyser le ravage moral causé par cette dangereuse et délicieuse gymnastique, ravage si grand, danger si profond, que ceux qui ne reviennent du combat que légèrement avariés m'apparaissent comme des braves échappés de la caverne d'un Proté multiforme, des Orphées vainqueurs de l'enfer. Qu'on prenne, si l'on veut, cette forme de langage pour une métaphore excessive, j'avouerai que les poisons excitants me semblent non seulement un des plus terribles et des plus sûrs moyens dont dispose l'esprit des ténèbres pour enrôler et asservir la déplorable humanité, mais même une de ses incorporations les plus parfaites. Cette fois, pour abréger ma tâche et rendre mon analyse plus claire, au lieu de rassembler des anecdotes éparses, j'accumulerai sur un seul personnage fictif une masse d'observations. J'ai donc besoin de supposer une âme de mon choix. Dans Ses Confessions de Kinsey, affirme avec raison que l'opium, au lieu d'endormir l'homme,
l'excite, mais qu'il ne l'excite que dans sa voie naturelle. Et qu'ainsi, pour juger les merveilles de l'opium, il serait absurde d'en référer à un marchand de bœuf. Car celui-ci ne rêva que bœuf et pâturage. Or, je n'ai pas à décrire les lourdes fantaisies d'un éleveur enivré de hashish. Qui les lirait avec plaisir? Qui consentirait à les lire? Pour idéaliser à mon sujet, je dois en concentrer tous les rayons dans un cercle unique, je dois les polariser, et le cercle tragique où j'ai les vers ressembler à sera, comme je l'ai dit, une âme de mon choix. Quelque chose d'analogue à ce que le XVIIIe siècle appelait l'homme sensible, à ce que l'école romantique nommait l'homme incompris, à ce que les familles et la masse bourgeoise flétrissent généralement de l'épithète d'original. Un tempérament moitié nerveux, moitié bilieux, tel est le plus favorable aux évolutions d'une pareille ivresse. Ajoutons un esprit cultivé, exercé aux études de la forme et de la couleur, un cœur tendre, fatigué par le malheur, mais encore prêt au rajeunissement. Nous irons, si vous le voulez bien, jusqu'à admettre des fautes anciennes, et ce qui doit en résulter dans une nature facilement excitable, sinon des remords positifs, au moins le regret du temps profané et mal rempli. Le goût de la métaphysique, la connaissance des différentes hypothèses de la philosophie sur la destinée humaine ne sont certainement pas des compléments inutiles. Non plus que cet amour de la vertu, d'une vertu abstraite, stoïcienne ou mystique, qui est posé dans tous les livres dont l'enfance moderne fait sa nourriture, comme le plus haut sommet où une âme distinguée puisse monter. Si l'on ajoute à tout cela une grande finesse de sens que j'ai omise comme condition surérogatoire, je crois que j'ai rassemblé les éléments généraux les plus communs de l'homme sensible moderne, de ce que l'on pourrait appeler la forme banale de l'originalité. Voyons maintenant ce que deviendra cette individualité poussée à outrance par le hashish. Suivons cette procession de l'imagination humaine jusque sous son dernier et plus splendide reposoir, jusqu'à la croyance de l'individu en sa propre divinité. Si vous êtes une de ces âmes, votre amour inné de la forme et de la couleur trouvera tout d'abord une pâture immense dans les premiers développements de votre ivresse. Les couleurs prendront une énergie inaccoutumée et entreront dans le cerveau avec une intensité victorieuse. Délicates, médiocres ou même mauvaises, les peintures des plafonds revêtiront une vie effrayante. Les plus grossiers papiers peints qui tapissent les murs des auberges se creuseront comme des splendides dioramas. Les nymphes aux chairs éclatantes vous regardent avec des grands yeux plus profonds et plus limpides que le ciel et l'eau. Les personnages de l'Antiquité, affublés de leurs costumes sacerdotaux ou militaires, échangent avec vous par le simple regard de solennelle confidence. La sinuosité des lignes est un langage définitivement clair où vous lisez l'agitation et les désirs des âmes. Cependant, se développe cet état mystérieux et temporaire de l'esprit où la profondeur de la vie, hérissée de ses problèmes multiples, se révèle tout entière dans le spectacle si naturel et si trivial qu'il soit qu'on a sous les yeux. Où le premier objet venu devient symbole parlant. Fourier et Swedenborg, l'un est avec ses analogies, l'autre avec ses correspondances, se sont incarnés dans le végétal et l'animal qui tombent sous votre regard et au lieu d'enseigner par la voix, ils vous endoctrinent par la forme et par la couleur. L'intelligence de l'allégorie prend en vous des proportions à vous-même inconnues. Nous noterons en passant que l'allégorie, ce genre si spirituel que les peintres maladroits nous ont accoutumés à mépriser, mais qui est vraiment l'une des formes primitives les plus naturelles de la poésie, reprend sa domination légitime dans l'intelligence illuminée par l'ivresse. Le hashish s'étend alors sur toute la vie comme un vernis magique. Il colore en solennité et en éclaire toute la profondeur. Paysages dentelés, horizons fuyants, perspectives de villes blanchies par la lividité
cadavéreuse de l'orage ou illuminée par les ardeurs concentrées des soleils couchants, profondeur de l'espace, allégorie de la profondeur du temps, la danse, le geste ou la déclamation des comédiens, si vous vous êtes jeté dans un théâtre, la première phrase venue, si vos yeux tombent sur un livre, tout enfin, l'universalité des êtres se dresse devant vous avec une gloire nouvelle, non soupçonnée jusqu'alors. La grammaire, l'aride grammaire elle-même devient quelque chose comme une sorcellerie évocatoire. Les mots ressuscitent revêtus de chair et d'os, le substantif dans sa majesté substantielle, l'adjectif, vêtement transparent qui l'habille et le colore comme un glacis, et le verbe, ange du mouvement, qui donne le branle à la phrase. La musique, autre langue chère aux paresseux et aux esprits profonds qui cherchent le délassement dans la variété du travail, vous parle de vous-même et vous raconte le poème de votre vie. Elle s'incorpore à vous et vous vous fondez en elle. Elle parle votre passion, non pas d'une manière vague et indéfinie, comme elle fait dans vos soirées nonchalantes un jour d'opéra, mais d'une manière circonstanciée, positive. Chaque mouvement du rythme marquant un mouvement connu de votre âme. Chaque note se transformant en mots et le poème entier entrant dans votre cerveau comme un dictionnaire doué de vie. Il ne faut pas croire que tous ces phénomènes se produisent dans l'esprit pêle-mêle, avec l'accent criard de la réalité et le désordre de la vie extérieure. L'œil transforme tout et donne à chaque chose le complément de beauté qui lui manque pour qu'elle soit vraiment digne de plaire. C'est aussi à cette phase essentiellement voluptueuse et sensuellement qu'il faut rapporter l'amour des Olympides. Courante ou stagnante, qui se développe si étonnamment dans l'ivresse cérébrale de quelques artistes. Les miroirs deviennent un prétexte à cette rêverie. Ils semblent à une soif spirituelle, conjointe à la soif physique, qui dessèche le gosier, et dont j'ai parlé précédemment, les eaux fuyantes, les jeux d'eau, les cascades harmonieuses, l'immensité bleue de la mer, roulent, chantent, dorment avec un charme inexprimable. L'eau s'étale comme une véritable enchanteresse, et bien que je ne crois pas beaucoup aux folies furieuses causées par le hashish, je n'affirmerai pas que la contemplation d'un gouffre limpide fut tout à fait sans danger pour un esprit amoureux de l'espace et du cristal, et que la vieille fable de l'ondine ne put devenir pour l'enthousiaste une tragique réalité. Je crois avoir suffisamment parlé de l'accroissement monstrueux du temps et de l'espace, deux idées toujours connexes, mais que l'esprit affronte alors sans triste et sans peur. Il regarde avec un certain délice, mélancolique, à travers les années profondes et s'enfonce audacieusement dans d'infinies perspectives. On a bien deviné, je présume, que cet accroissement anormal et tyrannique s'applique également à tous les sentiments et à toutes les idées, ainsi à la bienveillance. J'en ai donné, je crois, un assez bel échantillon. Ainsi à l'amour. L'idée de beauté doit naturellement s'emparer d'une place vaste dans un tempérament spirituel tel que je l'ai supposé. L'harmonie, le balancement des lignes, le rythme dans les mouvements apparaissent aux rêveurs comme des nécessités, comme des devoirs, non seulement pour tous les êtres de la création, mais pour lui-même, le rêveur, qui se trouve à cette période de la crise, doué d'une merveilleuse aptitude pour comprendre le rythme immortel et universel. Et si notre fanatique manque de beauté personnelle, ne croyez pas qu'il souffre longtemps de l'aveu auquel il est contraint, ni qu'il se regarde comme une note discordante dans le monde d'harmonie et de beauté improvisée par son imagination. Les sophismes du hashish sont nombreux et admirables, tendant généralement à l'optimisme, et l'un des principaux, le plus efficace, est celui qui transforme le désir en réalité. Il en est de même sans doute dans maints cas de la vie ordinaire,
mais ici avec combien plus d'ardeur et de subtilité. D'ailleurs, comment un être si bien doué peut comprendre l'harmonie, une sorte de prêtre du beau, pourrait-il faire une exception et une tâche dans sa propre théorie? La beauté morale et sa puissance, la grâce et sa séduction, l'éloquence et ses prouesses, toutes ces idées se présentent bientôt comme des correctifs d'une laideur indiscrète, puis comme des consolateurs, enfin, comme des adulateurs parfaits d'un sceptre imaginaire. Quant à l'amour, j'ai entendu bien des personnes, animées d'une curiosité de lycéens, chercher à se renseigner auprès de celles à qui était familier l'usage du hashish. Que peut être cette ivresse de l'amour, déjà si puissante à son état naturel, quand elle est enfermée dans l'autre ivresse, comme un soleil dans un soleil? Telle est la question qui se dressera dans une foule d'esprits que j'appellerai les badauds du monde intellectuel. Pour répondre à un sous-entendu déshonnête, à cette partie de la question qui n'ose pas se produire, je renverrai le lecteur à Pline, qui a parlé quelque part des propriétés du chanvre de façon à dissiper sur ce sujet bien des illusions. On sait en outre que l'atonie est le résultat le plus ordinaire de l'abus que les hommes font de leurs nerfs et des substances propres à les exciter. Or, comme il ne s'agit pas ici de puissance effective, mais d'émotion ou de susceptibilité, je prierai simplement le lecteur de considérer que l'imagination d'un homme nerveux, enivré de hashish, est poussée jusqu'à un degré prodigieux, aussi peu déterminable que la force extrême possible du vent dans un ouragan, et ses sens subtilisés à un point presque aussi difficile à définir. Il est donc permis de croire qu'une caresse légère, la plus innocente de toutes, une poignée de main, par exemple, peut avoir une valeur centuplée par l'état actuel de l'âme et des sens, et les conduire peut-être, et très rapidement, jusqu'à cette syncope qui est considérée par les vulgaires mortels comme le summum du bonheur. Mais que le hashish réveille dans une imagination souvent occupée des choses de l'amour, des souvenirs tendres, auxquels la douleur et le malheur donnent même un lustre nouveau, cela est indubitable. Il n'est pas moins certain qu'une forte dose de sensualité se mêle à ces agitations de l'esprit. Et d'ailleurs, il n'est pas inutile de remarquer ce qui suffira à constater sur ce point l'immortalité du hashish qu'une secte d'Ismaélites, des Ismaélites qui sont issus, les assassins, égaraient ces adorations bien au-delà de l'impartial lingam, c'est-à-dire jusqu'au culte absolu et exclusif de la moitié féminine du symbole. Il n'y aurait rien que de naturel. Chaque homme étant la représentation de l'histoire, de voir une hérésie obscène, une religion monstrueuse se produire dans un esprit qui s'est lâchement délivré à la merci d'une drogue infernale et qui sourit à la dilapidation de ses propres facultés. Puisque nous avons vu se manifester dans l'ivresse du hashish une bienveillance singulière, appliquée même aux inconnus, une espèce de philanthropie plutôt faite de pitié que d'amour, c'est ici que se montre le premier germe de l'esprit satanique qui se développera d'une manière extraordinaire, mais qui va jusque-là craindre d'infliger qui que ce soit, on devine ce que peut devenir la sentimentalité localisée, appliquée à une personne chérie, jouant ou ayant joué un rôle important dans la vie morale du malade. Et voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce soir notre lecture ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN, comme on le dit à chaque fois. Et moi, je vous dis à très bientôt.